un point de la situation des installations. Donc, bien entendu, ça laissera un peu de temps aux questions par la suite, hein. On va aller à l'essentiel. Donc, tout le monde se rappelle le site de Fukushima. Donc, on a une vue qui permet de montrer les trois installations qui étaient en fonctionnement au moment du tsunami et du séisme, la piscine du site et puis les installations qui étaient ici à l'arrêt et celles-ci qui étaient déchargées. Je passe rapidement à la situation qu'on a tous vue malheureusement au mois de mars 2011. Le point important, la première question, c'est dans quel état sont les combustibles dans les installations. Donc il y a deux types de combustibles, ceux qui étaient dans les cœurs des réacteurs et ceux qui étaient en piscine. Ce que l'on en sait actuellement, donc c'est confirmé que dans les cœurs, bien entendu, des réacteurs 1, 2 et 3, ça marche pas ça, 1, 2 et 3, il y a eu donc fusion du combustible, écoulement du corium au fond de la cuve, percement de la cuve, et une des questions pendantes pour l'instant, c'est quelle quantité de corium a traversé la cuve et a atteint le fond de l'enceinte de confinement en béton. Dans quel état est ce fond de l'enceinte de confinement? Pour l'instant, ce sont des questions encore ouvertes. Il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Donc, premier point, on a affaire à trois réacteurs dans lesquels le combustible a fondu, a coulé dans l'enceinte de confinement. Les piscines, qui ont été un des sujets de préoccupation majeure lors de l'accident, notamment celle du réacteur numéro 4. Pourquoi? Parce que la piscine avait reçu le combustible déchargé, donc il était chaud à l'intérieur. Et donc la question était comment se comporte cette piscine, dans quel état sont les combustibles. Depuis, les informations que l'on a eues, qui ont été fournies par TEPCO, ont montré deux choses: qu'il n'y avait pas eu de dénoyage des combustibles, c'est un point très important, et deuxièmement, la contamination de l'eau ne semble pas montrer qu'il y a eu de forte dégradation des combustibles. J'insiste sur le mot ne semble pas montrer que c'est important. Par contre, donc pour les piscines, état a priori correct, rupture de gaine c'est possible, mais finalement le pire a été évité pour les piscines. Bien, un des points majeurs, c'est le fait que TEPCO très rapidement a mis en place un plan d'action pour reprendre en main la situation, avec deux grandes parties. Une étape de court terme. L'étape de court terme, en fait, c'était la reprise de contrôle immédiate. Ça visait quoi? Ça visait essentiellement à atteindre une situation stable pour les cœurs des réacteurs et pour les piscines. Ça veut dire quoi? Refroidir, en fait. Maintenir un refroidissement, garantir un refroidissement. Donc il a été fait état, comme vous le savez, en fin 2011. L'État japonais a indiqué avoir atteint une situation d'arrêt à froid pour les réacteurs. Donc on est tous d'accord que le terme est un terme impropre pour une installation qui a subi ces accidents-là. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut surtout dire que dans les cœurs, l'eau était essentiellement en phase liquide. Donc il y avait peu de production de vapeur, donc peu de montée en pression. Et donc ça limitait les fuites par les salles, point important. Donc le point important était qu'à la fin de l'année, les opérations mises en œuvre par TEPCO avaient conduit à refroidir et à atteindre un état qui limitait les rejets. Et donc, on verra par la suite, je vous présenterai les actions qui ont été mises en œuvre. Actuellement, TEPCO annonce trois grandes étapes majeures. C'est un chantier énorme hein, qui est devant eux, effectivement. Première étape, c'est 2 ans. 2 ans pour commencer à reprendre les combustibles des piscines. Puisque vous savez, les piscines sont en partie haute, sous les zones qui ont été fortement impactées par les explosions. Donc, il faut bien entendu pouvoir intervenir, reprendre les combustibles, les évacuer. Deuxième étape, c'est d'arriver à commencer la reprise des combustibles fondus dans les cœurs des réacteurs. Donc c'est un objectif à une dizaine d'années. Et puis l'objectif majeur, donc c'est un point très important. On voit que le Japon a choisi de ne pas avoir un sarcophage, hein. C'est un point très important, hein. L'objectif, c'est d'assainir, de démanteler et de revenir à un site entre guillemets nettoyé. Donc c'est l'objectif de la phase 3 et c'est un ordre de grandeur annoncé d'une 30 à 40 d'années. On en reparlera par la suite. Bien, l'état actuel des installations, donc si on prend les cœurs des réacteurs, donc là vous voyez une vue très succincte qui vous montre qu'actuellement les réacteurs sont refroidis par injection d'eau douce, donc à environ 10 mètres cubes par heure, qui permet d'alimenter directement dans la cuve par ce qu'on appelle l'aspersion du réacteur et par le système d'arrivée normale qu'il y a dans le réacteur qui permettent de refroidir le combustible qui a fondu dans le cœur des réacteurs. Pour information, quand on prend les réacteurs 2 et 3, la puissance thermique résiduelle, c'est de l'ordre de 700 kW. Et donc, il faut maintenir une circulation d'eau pour maintenir ce refroidissement. Dans l'état actuel, il est très probable que tout est solidifié à l'intérieur. Par contre, bien entendu, cette eau s'écoule par les fuites de l'enceinte de confinement, se retrouve dans les fonds de bâtiments. Et une des actions majeures de TEPCO, c'est de récupérer l'eau, de la pomper, de la traiter pour la réutiliser. Donc, en fait, un circuit fermé à grande distance, en quelque sorte, le temps de retraiter cette eau.
Deuxième enjeu majeur, donc un, refroidissement. Deuxième enjeu, ben, c'est dans cette enceinte de confinement qui est ici, vous avez beaucoup d'hydrogène, puisque par définition, lorsqu'il y a eu la fusion des combustibles, dégradation du combustible, production d'hydrogène. Et donc les actions qui ont été mises en œuvre à partir de l'été a été de remettre en place des injections d'azote. Donc en fonctionnement, le réacteur était en ambiance d'azote. Et donc, les Japonais ont remis en place des systèmes pour remettre de l'azote dans l'enceinte de confinement et donc garantir qu'il n'y ait pas d'oxygène pour conduire à une explosion. Donc, on voit qu'à la fin de l'année, deux grandes actions majeures ont quand même été atteintes. Un, refroidir, et deux, maintenir la mise en azote de l'enceinte de confinement. Bien, réacteur 4, je passe, il était déchargé. Réacteur 5-6, refroidissement normal. Les piscines, qui étaient l'autre enjeu. Donc actuellement, on voit que les piscines, les températures en piscine sont très basses, moins de 30 degrés à peu près. Le refroidissement maintenant est fait en circuit fermé. Il a été retrouvé au fil du temps. Vous vous rappelez, au début, injection d'eau de mer, ensuite injection d'eau douce perdue, et puis ensuite recirculation en récupérant l'eau qui était en fond de bâtiment. Et actuellement, donc, on voit que l'on a un refroidissement qui est fait en circuit fermé sur les piscines. Donc là, la situation, en termes de refroidissement, retrouve une situation que l'on peut qualifier de correcte. Bien, donc si on résume très rapidement l'état actuel des installations, deux points majeurs. Premier point majeur, donc il a été mis en place sur le site différents matériels redondants, des pompes, des groupes diesel, certains ayant été placés en partie surélevés pour éviter d'éventuelles nouvelles inondations, pour pouvoir garantir une permanence de ce fameux refroidissement des cœurs et des piscines. Donc on peut dire qu'il a été obtenu une certaine robustesse. Il faut peser le mot « certaine » parce qu'effectivement, l'installation a été fortement impactée par les explosions et par le séisme et le tsunami. Donc les actions mises en œuvre ont permis de retrouver des conditions de refroidissement, mais la situation n'est quand même pas idéale. Deuxième point fondamental, vous avez vu qu'un suivi des installations a été mis en place, complété. Suivi de quoi? Suivi des températures, suivi des niveaux d'eau, suivi de l'hydrogène dans le réacteur. Mais il faut être bien clair, l'ensemble des capteurs ont subi des contraintes très fortes durant l'accident, des explosions, et donc la qualité de la mesure, il ne faut pas en attendre trop. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des mesures permettent d'avoir une compréhension de la situation. Un capteur donné pris tout seul, il faut être un peu prudent. Donc les points importants, par contre, c'est donc que le diagnostic est faisable mais est délicat, et surtout, il faut maintenir cette surveillance dans la durée, puisqu'on a parlé déjà tout à l'heure de la durée qu'il y aurait pour reprendre le contrôle de tout le site, l'assainissement du site, une trentaine, quarantaine d'années. Au fil du temps, il y aura à maintenir une surveillance et donc à pallier des pertes de capteurs qui vont survenir inévitablement. Et puis le dernier point à signaler, c'est la persistance de rejets atmosphériques continus en fait, dans l'environnement. Actuellement, bien sûr, sans commune mesure avec l'accident, c'est des valeurs faibles. L'ordre de grandeur, c'est de l'ordre du million de becquerels par heure qui est rejeté dans l'atmosphère, donc des valeurs qui sont faibles, mais qui existent encore. Et puis, au niveau de la mer, des rejets un peu liquides diffus, puisqu'il y a de l'entraînement par les eaux, ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas écarter qu'il y ait des entraînements, mais là aussi, sans commune mesure avec l'accident. Bien, donc, ensuite, là, on vient de voir rapidement les actions mises en œuvre sur les installations. TEPCO a également mis en œuvre des actions pour minimiser les conséquences de nouvelles agressions naturelles. La première, ça a été d'étudier le comportement des bâtiments dégradés à un nouveau séisme et de prévoir des renforcements. Un des renforcements majeurs, ça a été pour la piscine numéro 4, je vais y revenir. Deuxième point, pour les inondations. La crainte, c'était un éventuel nouveau tsunami qui aurait pu affecter le site. Et je vous montrerai également ce qui a été fait pour protéger le mieux possible le site. Autre action que vous avez tous vue, c'est la mise en place qui est entamée de couverture au-dessus des réacteurs numéro 1, 2 et 4, qui ont été fortement dégradés en partie haute par les explosions. Donc en fait, il est mis en place une superstructure qui recouvre le bâtiment, qui permet là aussi de limiter les rejets. Je vous montrerai une photo. Autre action très importante qui a été un enjeu important à l'été dernier, c'était les volumes d'eau qui étaient envoyés dans les cœurs pour refroidir, qui coulaient au fond des bâtiments et dont le risque était l'entraînement par débordement des bâtiments vers la mer. Donc vous savez que TEPCO a mis en place, avec l'apport d'un Américain, du Français Areva et Veolia, et puis d'un Japonais, une installation de traitement des eaux qui a permis de pomper l'eau dans les parties basses des bâtiments, de la traiter et d'en recycler une partie dans les réacteurs. Actuellement, sur le site, vous avez l'équivalent de quelques centaines de réservoirs remplis d'eau faiblement contaminée qui attendent,
qui attendent un devenir ultérieur. Donc là, vous voyez en gros les ordres de grandeur, hein, environ 200 000 tonnes d'eau traitée, 80 000 tonnes d'eau qui sert à un recyclage pour le refroidissement. Et dernière action, ça a été les actions en termes de maîtrise de l'envoi de contamination vers l'océan, avec deux types d'actions. Des épandages de produits fixants sur les sols, sur les bâtiments, pour coller la contamination au sol et éviter son entraînement. Et puis deuxièmement, boucher des voies d'accès par des galeries techniques, des puits divers et variés qui pouvaient aller vers l'océan. Donc là, vous avez une vue de la piscine numéro 4. Vous observez ici, donc là, vous avez le cœur, bien entendu. Là, vous avez donc la piscine numéro 4, le cœur était vide et tout le cœur avait été déchargé en piscine. Une des craintes, c'était que, à la suite du séisme, le comportement du génie civil, d'autant plus qu'il y avait eu une explosion en partie haute, ce comportement soit de moins bonne qualité et qu'en cas de nouveau séisme, il puisse y avoir mise en cause de la piscine. Et on voit que de ce point de vue-là, TEPCO a mis en place des renforcements avec des piliers et un bétonnage qui a renforcé les parties basses tout le tour sous la piscine pour renforcer son comportement en cas de nouveau séisme. C'est une action importante parce que cette piscine-là est quand même une piscine très sensible du site. Donc là, vous avez une vue de ce qui est mis en place pour la couverture des bâtiments réacteurs endommagés. Donc là, ça a été fait pour le réacteur numéro 1. Pourquoi le réacteur numéro 1? En fait, c'est celui qui a été le moins dégradé en partie haute par les explosions. Et donc, ce qui a été fait, ça a été de supprimer les gravats en partie haute, mettre en place une superstructure métallique et couvrir par des panneaux tout le bâtiment, de telle façon qu'il y ait une sorte de confinement, pas étanche, une sorte de confinement qui limite les rejets fortement autour de ce bâtiment-là. Donc, ça a été fait pour le réacteur numéro 1 et c'est à faire pour les réacteurs 3 et 4 encore. Autre action importante, c'est les actions de protection contre de nouvelles inondations. Donc là, vous avez une vue de ce qui était mis en place en bordure de mer. On voit cette protection qui monte à l'horizon au niveau d'eau, au niveau 14 mètres, qui est en fait une digue mise en place en bordure de mer pour maîtriser, pour limiter de nouvelles inondations. Dernier point, avant-dernier point qui est en cours de réalisation, qui n'est pas encore fait, c'est de mettre en place une protection enterrée au niveau de la mer pour justement bloquer les écoulements provenant des sols vers l'océan. Donc il va être mis en place, et ce n'est pas encore commencé, ça, une protection enterrée, un mur enterré finalement, qui est là pour bloquer l'entraînement de contamination vers l'océan. Dernier point, un point très important, les bâtiments 3 et 4 ont été fortement dégradés. Par les explosions. Vous en voyez une vision extérieure, donc on voit l'état. Et avant de pouvoir mettre en place ne serait-ce que les couvertures, eh bien, il faut stabiliser tout l'intérieur, donc démonter les parties hautes. C'est ce qui est en cours ici. C'est ce qui fait que la mise en place de ces protections complémentaires sur les bâtiments prend du temps, parce qu'il faut justement enlever les gravats, démonter les débris, purger, sachant que vous avez quand même en partie haute les piscines aussi qu'il faut protéger. Donc, ce n'est pas une opération très aisée, dans la mesure où, en plus, vous avez une ambiance radiologique sur le site qui est ce qu'elle est. Bien, donc, vous l'avez également vu en fin d'année, au fil du temps, des événements surviennent. Des événements, vous avez tous noté, c'était en novembre dernier, un certain émoi par le fait qu'il y a eu des mesures de xénon. Le xénon étant un produit de fission, avait laissé craindre qu'il puisse y avoir un redémarrage de criticité dans le cœur. Et il a été montré très, très rapidement que, vu les quantités annoncées, bien sûr, en fait, on avait affaire à ce qu'on appelle de la fission spontanée. Vous avez des radioéléments comme les curiums qui, naturellement, fissionnent. Donc, fissionnant, produisent des gaz de fission, dont le xénon. Et en fait, c'est celui-ci qui était observé. Et pourquoi a-t-il été observé en novembre? Tout simplement, c'est parce qu'en novembre, il a été mis en place le système d'inertage dans le réacteur avec envoi d'azote, extraction d'azote et mesure des gaz présents dans l'azote. Donc, ça a été vu parce qu'il y avait une mesure, dit autrement. Bien, deuxième point, les montées en température dans le confinement. Il y en a eu plusieurs qui ont été notés. Vous avez vu des fonctionnements, des résultats erratiques de capteurs qui ont montré certains une montée à 70 degrés, 400 degrés, après en négatif, qui montre une chose, c'est que les capteurs vieillissent, se dégradent et que certains deviennent inopérants. Donc on retombe sur la question de la surveillance à garantir dans le temps, et donc ça veut dire qu'il y aura besoin, le TEPCO aura besoin de retrouver des moyens de surveillance. Donc je ne passe pas le détail, mais pour vous montrer uniquement que le point important, c'est qu'un capteur ne suffit pas, c'est l'ensemble des éléments qui permettent d'avoir une bonne compréhension, enfin une compréhension suffisante de ce qui se passe dans l'installation.
Autre point important, je ne les passe pas en revue, ça n'a pas d'importance. Le point à retenir, c'est qu'il faut une vigilance permanente. Ça, c'est essentiel. On voit bien que des événements, il s'en passe, et il faut être bien clair, il s'en passera encore par définition. Et donc l'important, c'est que TEPCO le fasse. À ma connaissance, c'est ce qu'il mettra en œuvre. Il faut être vigilant, il faut surveiller, il faut être prêt à agir par rapport aux événements qui se passent dans l'installation. Même si le temps qui passe nous aide tous dans la mesure où les combustibles refroidissent naturellement et donc la température évacuée est de plus en plus faible, la situation se stabilise de plus en plus. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être très vigilant. Conclusion, dans les points essentiels, est-ce qu'on peut noter une évidence? La situation s'est nettement améliorée, c'est évident, bien sûr. Par contre, il faut être clair, la situation doit encore être qualifiée de précaire. Pourquoi? Parce que les enceintes de confinement, les cuves des réacteurs ne sont pas étanches et vous avez encore des rejets diffus dans l'environnement. Donc, c'est en amélioration, mais ce n'est pas encore fini. Il faut noter l'importance des moyens mis en œuvre par TEPCO pour reprendre le contrôle de la situation. Effectivement, très important. De très nombreux travailleurs sont intervenus sur le site pour nettoyer les bâtiments, enlever les gravats, ainsi de suite, mettre en place des systèmes de refroidissement. Mais par contre, un des enjeux, c'est maintenant de maintenir dans le temps, puisqu'on a tous vu qu'il fallait maintenant encore quelques dizaines d'années avant d'aboutir à une situation qui sera stabilisée, qui sera un démantèlement. Dernier point important, c'est le plan d'action de TEPCO. Donc le plan d'action, on l'a vu tout à l'heure, avec différentes étapes. Dans le principe, il est cohérent, bien entendu. Il n'y a pas de remarques sur le type d'action prévu. Par contre, il faut retenir deux choses. Un programme de travail de très grande ampleur, il y a un chantier énorme devant eux, c'est évident. Chantier énorme, sans précédent, puisque, mis à part Tchernobyl, dans lequel il y a eu fusion du cœur, mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'objectif en Ukraine est de mettre un sarcophage, ce n'est pas d'intervenir maintenant. Au Japon, l'objectif, c'est d'intervenir pour nettoyer le site. Donc ça veut dire des travaux très importants. Et quand on dit ça, ça veut dire besoin de recherche-développement pour comment intervenir, comment démonter, comment reprendre, comment traiter les matériaux récupérés. Deuxième point, un besoin important de caractérisation. Dans quel état sont les équipements, les matériels, les combustibles dégradés pour savoir faire l'intervention et maîtriser la protection des opérateurs, qu'il est bien clair que personne ne pourra aller directement dans l'installation. Ce qui permet de conclure qu'en fait, si le plan d'action est cohérent dans le principe, il est clair que les délais annoncés, les 2, 10, 30, 40 ans, il faut les prendre à ce stade comme des ordres de grandeur et qu'en fait, tous les éléments qui vont être acquis au fil du temps par l'observation et l'entrée dans les bâtiments permettront d'affiner ce planning en question. Voilà, je vous remercie.